À la une, droit de retrait exercé aujourd'hui par les agents de la mission locale. Ils ont exprimé leur inquiétude pour l'avenir de la structure en Guyane et les jeunes qu'elle accompagne. Plus de 2 millions d'euros de déficit enregistrés depuis 2008. La nouvelle tour de contrôle de l'aéroport Félix Éboué inaugurée ce matin, 10 ans après le début des travaux. L'édifice le plus haut de Guyane est aussi à la pointe de la technologie, vous allez le voir dans ce journal. Et puis c'est un dispositif de la loi de transition énergétique. Les sacs plastiques seront interdits dès demain, un changement attendu en début d'année, toujours aussi impopulaire auprès des commerçants comme des clients. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Avant de développer ces titres, un mot sur cette triste découverte effectuée ce matin. Le corps d'un homme visiblement mutilé a été retrouvé chemin de la Levée à Matoury. Il était visiblement victime d'actes particulièrement violents. La brigade de recherche de la gendarmerie a été saisie de l'enquête. Plus d'informations sur cette affaire dans nos prochaines éditions. Venons-en tout de suite à ce droit de retrait exercé aujourd'hui par les agents de la mission locale. Ils expriment ainsi leur inquiétude quant à l'avenir de la structure en Guyane, inquiétude aussi surtout pour l'avenir des jeunes qu'elle accompagne. On rappelle que la mission locale aujourd'hui accuse un déficit de plus de 2 millions d'euros cumulés depuis 2008. Écoutons plutôt les réactions des employés de la mission locale au micro de Xavier Paul Lepelletier. Ça fait des années, on a un déficit, ça fait des années, ne vous inquiétez pas. Ça fait des années et des années. Donc moi je dis à la jeunesse, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, au grand jour, que la mission locale ne va pas bien du tout. Donc vous avez besoin de ces renseignements, je vous oriente tous cette jeunesse, allez-y vers la JECT, allez-y vers vos mairies, dites voilà, nous avons besoin effectivement qu'on puisse nous accompagner, que pouvez-vous faire pour nous. Donc on veut effectivement accompagner notre jeunesse. Au 31 août, a été dit, les salaires sont... Moi, je suis une mère de famille, il faut bien effectivement que je puisse nourrir ma famille. Qu'allons-nous faire? On ne peut pas rester nous dire, oui, on attend quoi? Donc, sans salaire, vous savez très bien, hein, on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre, on ne peut pas effectivement gérer effectivement ce qu'on a à gérer dans nos habitudes, dans notre quotidien. Et... Alors, je n'ai pas les mots, je ne vais pas dire que je suis au bord des larmes, mais je n'ai pas les mots. Donc, l'État, les politiques, réveillez-vous. Arrêtez de dire la jeunesse. C'est vrai qu'en ce moment, on est en plein dedans pour les présidentielles. Donc, cette jeunesse-là, sachez comment vous allez voter, parce que la mission locale, c'est votre outil. C'est un soulagement pour l'Université de Guyane. Le ministère de l'Enseignement supérieur a rendu son arbitrage il y a quelques jours. Elle n'aura pas à participer au remboursement de la dette due à l'affaire Seregmia qui lui réclamait 500 000 euros. L'université n'était pas impliquée dans ce scandale financier du laboratoire antillais, un dossier qui avait d'ailleurs été soutenu par nos élus. Écoutons le président de l'Université de Guyane au micro d'Ayodélie Germa. Une proposition très raisonnable qui est fondée sur une clé de répartition, la clé de 16,3% qui correspond au poids en effectif étudiant que représentait la Guyane dans l'UAG. Ce qui revient du coup à séparer par exemple le fonds de roulement à la fin de l'exercice budgétaire 2014 en appliquant cette clé, ce qui amène à un fonds de roulement pour la Guyane transférable de 2,4 millions d'euros. La proposition concernant les dettes est de prendre en charge sur chacun des sites les dettes afférentes à chacun des sites. Nous avons déjà payé, et c'était nécessaire puisque ça concernait des prestations passées avec des entreprises ou tout simplement de paiement de vacations ou d'heures complémentaires auprès de personnel enseignant à l'université. Donc ces dettes ont déjà été endossées par l'Université de Guyane. L'Université des Antilles elle-même avait un certain nombre d'arriérés à payer. Et les membres de notre conseil d'administration admettent que la proposition est plutôt satisfaisante. Elle veille seule sur 2 millions de kilomètres carrés d'espace aérien et réside dans le plus haut bâtiment de Guyane. Je veux bien sûr parler de la tour de contrôle de l'aéroport Félix Éboué. 1 an après sa mise en service, 10 ans après le début des travaux, son inauguration s'est tenue ce matin. Un édifice qui aura coûté plus de 9 millions d'euros. Xavier Paul Lepelletier.
C'est un joyau dans le paysage guyanais et pour cause, au-delà de sa forme de diamant ciselé, la nouvelle tour de contrôle se trouve être le seul immeuble de grande hauteur sur le territoire et sa taille correspond bien à l'étendue de son action. Le centre de contrôle de Cayenne est un centre important qui gère un espace très important de 2 millions de kilomètres carrés. Nous sommes en contact permanent avec les centres de contrôle adjacents, qu'ils soient brésiliens, du Suriname, de Trinidad et Tobago ou même de Dakar. Donc tous les centres qui contrôlent l'Atlantique Sud. Cette tour, elle est aussi le symbole finalement de l'importance qu'on accorde au développement économique de la Guyane, puisque c'est avant tout un outil qui permet à la plateforme de Cayenne-Rochambeau de fonctionner avec la plus grande performance. Aujourd'hui, nous allons vers une avancée nouvelle où des efforts très importants ont été faits en matière de technologie. La technologie n'appartient pas, comme disait quelqu'un tout à l'heure, qu'à Kourou, mais elle appartient à l'ensemble de la Guyane et l'aéroport de Matoury constitue cet apport technologique pour notre pays. Confirmé par concours architectural depuis 1998, le bâtiment de 36 mètres était très attendu depuis près de 2 décennies. On a eu beaucoup d'arrêts et de poursuites du projet et on arrive enfin, pour nous comme pour d'ailleurs l'utilisateur, à la fin et donc à la mise en fonctionnement du projet. Pour commencer, on voit la totalité du décollage lorsque les avions décollent, ça peut servir. Parce qu'avant, le nouveau toit de l'aérogare nous cachait une bonne partie de la visibilité. Et puis en termes de confort aussi, on a beaucoup gagné puisque c'est une tour beaucoup plus moderne, beaucoup plus spacieuse et donc on travaille dans de bien meilleures conditions. Et si la tour joue un rôle indispensable pour l'aviation civile, il ne faut pas oublier que le tarmac de l'aéroport a une origine militaire et qu'il le partage toujours avec la base aérienne 367. L'escadron transport 68 Antilles-Guyane met en œuvre 12 aéronefs de 3 types différents. Donc on a des aéronefs, des avions CASA 235, et des hélicoptères Puma et Fennec. De la précédente tour, on ne pouvait pas voir où étaient les avions et les hélicoptères de la base aérienne. Donc avec la nouvelle tour, ils nous voient en permanence, ce qui veut dire qu'ils savent exactement où on est quand on met en route et quand on se déplace sur le parking militaire. Véritable fleuron technologique de l'aviation civile, le poste de contrôle a été désigné à l'échelle nationale pour y expérimenter les nouvelles technologies d'aiguillage du ciel. La tour accueillera donc l'année prochaine un sommet entre les spécialistes du milieu. Autre inauguration en Martinique cette fois, où le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, est en visite depuis hier. Une extension du centre pénitentiaire de Ducos a été livrée aujourd'hui. 160 places supplémentaires pour les quelques 1000 détenus que compte l'établissement. Un nouveau quartier accessible dès le mois de juillet. Marie Tricot et Michelet François. Plus de 3000 mètres carrés construits, cette croix est le nouveau centre d'hébergement de la prison de Ducos. C'est aussi la respiration apportée aux détenus et au personnel pénitentiaire. Bonjour madame. Près de 1000 détenus quand le bâtiment d'origine prévoit d'en accueillir 600. Jean-Jacques Urvoas et ses prédécesseurs connaissent bien le dossier Ducos. 15 de ces prisonniers ont été indemnisés en début d'année par l'État, condamnés par la justice, au regard de conditions de détention jugées inhumaines. Les 36,5 millions d'euros investis dans ce chantier apparaissent comme un remède à une violence croissante. Les principales difficultés sont le plus souvent la gestion des phénomènes sur les agressions du personnel. Voilà. Donc, l'année dernière, nous en avons eu quand même plus de 80. Environ 86 agressions sur le personnel, donc avec des violences assez caractérisées par moment. Il y a une grande innovation qui se fait puisque ce bâtiment est construit sur les nouvelles normes de la loi européenne et déjà, ne serait-ce que d'avoir les douches en cellule, c'est quelque chose de très positif pour la population pénale et surtout pour la gestion de cette détention aussi. Douche en cellule, lit individuel, mobilier scellé, cours de promenade, bibliothèque, tout a été construit ou réhabilité aux normes européennes. Comme un coup de balai sur une histoire pénitentiaire difficile. Mais pas question pour autant d'instaurer une ségrégation entre le nouveau bâtiment et l'ancien. Que ça soit une locomotive, que tout le monde s'imprègne de la nouvelle façon de travailler pour pouvoir que ça soit plus facile pour faire avancer sur l'ancienne structure. 11 agents pénitentiaires affectés quotidiennement dans cette aile. Chaque surveillant est appelé à y prendre ses fonctions. Avec cet investissement, l'État entend créer un cercle vertueux. Je trouve qu'on a perdu tellement de temps. Il faut que la société assume ces prisons.
Nous sommes dans une société où on ne veut plus voir les prisons. Alors je considère que c'est une fonction indispensable dans une prison. Une prison, ce n'est pas un espace de relégation. Donc il faut assumer les prisons, il faut montrer. C'est pour ça que vous êtes là. C'est parce que moi je souhaite que la population se rende compte que nos prisons sont utiles. Mais pour qu'elles soient utiles, il faut qu'elles soient dignes. Je ne fais pas de distinction entre l'amélioration des conditions de travail des personnels et l'amélioration des conditions de détention. Les unes ne s'opposent pas aux autres. Quand il y a des bonnes conditions de travail, il y a des bonnes conditions de détention. Si besoin, les nouvelles cellules pourront accueillir un second occupant, mais les syndicats rappellent que l'inauguration d'aujourd'hui ne doit pas faire oublier les promesses d'hier. Et je prends à ce titre M. Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, comme témoin, parce qu'il a suffisamment écrit, quand il était président de la commission des lois, un fameux rapport pour dire qu'il est temps d'arrêter ce fameux moratoire sur l'encellulement individuel. Eh bien, je lui dis chapeau, M. Urvoas. Maintenant que vous êtes ministre de la Justice, faisons tout. Faisons ensemble de mettre un terme à ce moratoire et faisons tout ce qu'il faut pour que les détenus soient incarcérés dans des conditions humainement convenables et tenables. Des commissions disciplinaires décideront quels détenus intégreront la nouvelle extension dans moins d'un mois. Ceux qui présenteront une volonté de réinsertion marquée ont plus de chances de l'intégrer. Restez avec nous, dans quelques instants, il sera question de l'interdiction des sacs plastiques. Ils doivent disparaître de nos habitudes et surtout des commerces dès demain. Et puis une découverte originale en Guadeloupe, la passion d'un jeune homme de 21 ans pour sa ferme pédagogique. Reportage à suivre dans quelques instants. Leur interdiction était fixée au 1er janvier 2016, mais c'est finalement à compter de demain donc que les sacs plastiques n'auront plus leur place dans les commerces. Une mesure qui entre dans le cadre de la loi de transition énergétique. Ayodeli Germain. Exit les sachets plastiques d'une épaisseur de moins de 50 microns. Place aux sacs en tissu réutilisables. Nous sommes ici à la ressourcerie de l'association Ne Plus Jeter. L'an dernier, elle a récolté 45 tonnes de vêtements, dont une grande quantité de jeans, ressuscités en sacs de course. Nous effectuons donc un tri de ces textiles reçus et notamment une partie de ces textiles sont donc réutilisés pour fabriquer des sacs en jeans, principalement, sinon sont globalement des sacs en textile. Qui sont donc lavables, qui sont donc durables et voilà, que l'on peut utiliser pour faire ses courses. Dès demain, les sachets plastiques d'une épaisseur de moins de 50 microns distribués en caisse, gratuits ou payants, seront tous interdits. Les commerçants pourront continuer à utiliser des sacs d'emballage alimentaire distribués en rayon boucherie par exemple. Les sacs en papier, carton et tissu sont eux aussi admis. Il en va de même pour les emballages en matière d'origine biologique. Dans ce commerce de proximité, cette législation est appliquée depuis plusieurs mois. Comme alternative aux sacs plastiques, ils ont opté pour des sacs cabas. Et la clientèle suit le mouvement. Maintenant, la plupart de nos clients viennent avec leurs sacs cabas eux-mêmes. Nous avons 2 sacs cabas ici. Ce sont des sacs cabas réutilisables, comme en grande surface. Voilà. Donc, en espérant que dorénavant, tout le monde fera la même chose pour l'environnement de la planète. Et quand les clients ont oublié le leur, rien à craindre. Heureusement que le commerçant pense aux clients qui oublient leur cabas et on prend des cartons. À partir du 1er janvier 2017, l'interdiction s'étendra aux sacs d'emballage de marchandises distribués en rayon et à ceux employés pour la distribution de la presse et de la publicité. Arrêtons-nous maintenant sur ces chiffres, les tarifs des carburants pour le mois de juillet. Pas de changement pour le super sans-plomb qui reste à 1,51 €. Le gazole augmente de 4 centimes, soit 1,28 €. Et puis cette fois, le prix du gaz est en baisse. Il baisse de 25 centimes, soit 19,66 € pour la bouteille de gaz. Parlons maintenant de cette initiative pour le mois original en Guadeloupe. Un jeune passionné de la nature a décidé de perpétuer un héritage familial, une ferme pédagogique. Linda Kayarsi nous fait visiter ce site atypique situé à Beaumanoir-Rogosier. Bonjour, bienvenue à la ferme Tinom. Donc, c'est bienvenue sur ma propriété. Donc, je me présente, je suis René Ronald, j'ai 21 ans et je suis jeune agriculteur et j'essaie de valoriser le patrimoine en fait, ce que nos grands-parents nous ont transmis. Donc, la ferme Tinom, c'est en hommage à
tout d'abord à mon arrière-grand-père par rapport à son surnom, Sinom. Et c'est aussi un hommage à mon grand-père qui est décédé il n'y a pas longtemps. Donc j'ai décidé de poursuivre dans leur travail ce qu'ils avaient déjà fait auparavant. Et dans sa ferme, en plein cœur d'une clairière à Beaumanoir, au lieu-dit la Jacotière, pleine de découvertes. À la ferme Sinom, on peut trouver des plantes médicinales, par exemple comme ici le Jalpana, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont identifiés un peu partout, tels que le romarin, il y a les citronniers, le gros thym et beaucoup d'autres choses. Des plantes médicinales, mais pas seulement. Cochons, pintades sont les locataires des lieux. J'ai passé mon bac pro CGEA, donc conduite et gestion d'une exploitation agricole à dominante élevage, où j'ai eu mon diplôme avec mention assez bien. Donc par la suite, j'ai voulu continuer avec un BTS production animale, mais comme ce BTS-là n'existe pas en Guadeloupe, il fallait partir en France et je n'étais pas vraiment pour le fait de partir en France. Donc j'ai préféré rester ici et attaquer mon projet personnel, donc, qui m'a conduit à commencer mon élevage, ainsi qu'avec mes parents qui m'aident beaucoup. Avec sa ferme, le jeune agriculteur nourrit plein d'ambitions. L'une d'entre elles, faire de ce lieu un espace convivial pour diversifier son exploitation. Mes projets pour l'avenir, c'est de continuer à m'agrandir, de continuer à me faire un peu connaître, surtout sur ma commune, le Gosier. Donc je pense continuer encore à investir pour aménager l'espace et surtout continuer dans ma passion, c'est-à-dire l'élevage, agrandir encore un peu. Et aussi dans l'avenir, pourquoi pas organiser des manifestations ici telles que des déjeuners champêtres, des visites pour les scolaires comme j'ai effectué la dernière fois. Donc c'est continuer dans ce sens. Sinon j'invite tout le monde à venir me connaître, si les gens ne me connaissent pas encore, de venir à ma rencontre pour pouvoir découvrir l'espace. Donc voilà. Je vous dis à bientôt et j'espère vous voir et très nombreux surtout. 21 ans, un esprit d'entrepreneur, voilà qui rompt avec l'image généralement accolée à la jeunesse de ce pays. Et on parle 7e art ce soir avec notre invité, le réalisateur Taizen Ringuet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va parler ensemble de votre court-métrage. Il s'appelle Nos choix et il sera bientôt, dimanche, vous allez nous donner les détails, visible par tout un chacun. Voilà, alors en fait, dimanche, il sera disponible sur la plateforme YouTube à partir de 19h en se connectant sur la page Tawara Production. Tawara Production. Alors, c'est donc votre premier court-métrage réalisé avec une bande d'amis, en tout cas avec très peu de moyens. D'où vient ce projet? En fait, moi j'ai déjà fait un petit peu d'audiovisuel, j'ai fait quelques petites vidéos qui avaient un petit peu buzzé. Et puis aujourd'hui, enfin, ces derniers temps, on a voulu faire quelque chose de plus poussé, on a voulu travailler sur une série, une web série, qu'on a réussi, mais qu'on n'a pas encore diffusée. Et pendant qu'on travaille sur le montage, la post-production de cette série, on est reparti sur un autre projet qui était ce court-métrage et voilà, nous sommes arrivés à aujourd'hui. Et vous n'envisagez pas d'en faire une série par exemple Oui, en fait, on a plusieurs projets. Donc en fait, le fait d'apprécier ce qu'on fait nous a donné envie de créer une structure. Donc on est parti sur la création d'une association, puis bientôt la création d'une société qui va nous permettre d'avoir les moyens de produire ce que nous voulons. Mais le principal point sur lequel je veux appuyer, c'est qu'on ne fait pas ça forcément pour se renfermer et faire tout seul. C'est qu'on s'est rendu compte qu'on a besoin de moyens pour produire des choses. Et beaucoup de gens sont talentueux en Guyane, mais n'ont pas forcément les moyens. Donc, nous partons sur la création de structures qui vont permettre à ces personnes de produire ce qu'ils ont envie de faire. D'accord. Justement, en tout cas pour parler de ce film, Nos choix, comment ça s'est déroulé puisqu'on a très peu de moyens, on fait avec que des amis, comment ça se passe? En fait, les moyens financiers, je les avais. Moi, personnellement, j'avais quelques moyens financiers, donc j'ai investi personnellement dedans.
Maintenant, les grands moyens sont souvent des lieux, des personnes, des acteurs, des professionnels, on va dire, des gens expérimentés dans le domaine. Et sur ça, on a dû apprendre sur le tas, et puis on a surtout travaillé avec des gens qui sont intéressés. Il y a quand même pas mal de gens qui sont très ouverts à essayer ou à découvrir, qui ont déjà l'envie. Souvent, on a déjà l'envie de faire un petit peu de cinéma et tout, mais on n'a pas les moyens d'essayer ou de se lancer. Nous, on a proposé cette possibilité. C'est l'occasion de se lancer. En tout cas, Nos choix, en fait, ça raconte le parcours d'un homme qui peine à surmonter les problèmes de la vie, notamment les problèmes de cœur. Alors d'abord, vous dites Nos choix. De qui s'agit-il exactement? Alors, le court-métrage, il a été écrit de manière à faire comprendre que dans les relations humaines, nous on parle de relations humaines, dans les relations humaines, tout est une question de choix. Donc ce sont les choix de chacun qui influencent le parcours final, le parcours de l'ensemble. Et il se trouve que dans ce court-métrage, on essaie de mettre en valeur le fait que une personne qui ne fait pas de choix, ça impacte sur celui qui fait un choix. C'est-à-dire, je ne suis pas certaine d'avoir tout compris. Il faut regarder le court-métrage. On comprend la complexité de la vie finalement dans ce film donc que vous on va de dire, montrer. on essaie de faire passer ces messages, mais effectivement, c'est que chacun a des choix qui s'offrent à lui et il faut savoir prendre le risque de faire ce choix. Voilà. Alors bon, en tout cas, on parle beaucoup de problèmes de cœur dans ce scénario-là, et puis sans vouloir dévoiler quand même la fin de l'histoire, c'est assez triste, on va dire, mais ça finit pas toujours comme ça. Alors, on va dire que dans cette histoire, ça paraît un peu triste, effectivement. Bon, c'est un côté sombre, et non, ça finit pas toujours comme ça, mais on laisse la place pour pouvoir écrire une suite aussi. Ah, donc finalement, c'est bien ça. C'est presque une série que vous nous annoncez ce soir, que vous lancez. C'est bon, on va voir. On verra. Mais effectivement, il y a de la place. D'accord. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. On suivra bien sûr l'avenir de ce projet-là qu'on espère peut-être retrouver dans des festivals. Pourquoi pas le prix de cours. Pourquoi pas. Merci beaucoup Tyson Ringuet d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Après le fromager de Saül, difficile de trouver sa place. Vous vous souvenez bien sûr du fameux cliché pris au bourg de Saül. Nous avons enregistré beaucoup de votes l'année dernière. 30 000 personnes ont voté pour ce bel arbre qui a remporté le prix. Une fois n'est pas coutume, la date butoir pour s'inscrire cette année a été largement dépassée. C'était en avril dernier. Un point malheureusement, en tout cas pour la Guyane, qui ne participera pas cette fois à ce concours. On écoute à ce propos Jean-Maurice Montout au parc amazonien au micro de Jonathan Lariot. L'an dernier, l'ONF Guyane nous avait sollicité. Donc on s'était porté candidat, on s'était inscrit et on avait inscrit donc le fromager de Saül pour ce concours de l'arbre de l'année. Tout le monde peut s'inscrire, que vous soyez un individu, une famille, une association, une commune, une école, un établissement public comme le parc l'an dernier, ou tout un chacun donc, peut trouver chez lui, dans son jardin, un arbre remarquable, esthétiquement et aussi pour ses qualités naturelles et aussi par rapport à une histoire que vous pouvez avoir avec cet arbre-là, un symbole, un arbre symbole, voilà. N'importe qui, pour n'importe quel arbre peut s'inscrire. On sait que la Guyane, c'est quand même le pays de la forêt, le pays des arbres avec des essences. On a à peu près 1500, 1600 espèces d'arbres d'essences différentes. Je regardais sur le site arbredelannée.com et j'ai vu qu'il n'y avait pas d'arbre guyanais. Il y avait un arbre de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Martinique et pas de la Guyane. C'est vraiment dommage. Donc c'est à chacun, c'est à vous tous, chacun de pouvoir l'année prochaine par exemple, dès la fin septembre, puisque c'est en septembre que les prix sont remis, donc dès septembre, d'aller sur le site arbredelannée.com, de s'inscrire et de proposer un arbre en envoyant une photo, en envoyant une histoire par rapport à cet arbre. Ainsi s'achève votre journal avant de se quitter. Voici le rappel des titres. Droit de retrait exercé aujourd'hui par les agents de la mission locale. Ils ont exprimé leur inquiétude pour l'avenir de la structure en Guyane et les jeunes qu'elle accompagne. Plus de 2 millions d'euros de déficit sont enregistrés depuis 2008. La nouvelle tour de contrôle de l'aéroport Félix-Éboué, inaugurée également aujourd'hui, 10 ans après le début de travaux, 1 an après sa mise en place. L'édifice le plus haut de Guyane est aussi à la pointe de la technologie. Et puis c'est un dispositif de la loi de transition énergétique. Les sacs plastiques seront interdits dès demain
Un changement attendu en début d'année, toujours aussi impopulaire auprès des commerçants comme auprès des clients. Merci de votre attention ce soir. Dans quelques instants, l'info nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Et les programmes continuent sur votre antenne ATV Guyane. Excellente soirée à vous, à demain.